Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne pour ce nouveau débat consacré aux élections législatives. Je vous rappelle qu'on vote les 12 et 19 juin prochains et ce soir, on va s'intéresser à la première circonscription de la Haute-Marne. Avec nous, 5 candidats représentatifs des forces politiques engagées sur la circonscription. On les a choisis en se basant sur les résultats du premier tour de l'élection présidentielle sur le territoire. Tout d'abord, Bérengère Abba, bonsoir. Vous êtes députée sortante, mais aussi ex-secrétaire d'État chargée de la biodiversité sous le quinquennat précédent. Et vous représentez la majorité présidentielle sous la bannière Horizon. Face à vous, Christophe Benz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat du Rassemblement national, mais vous êtes aussi conseiller municipal à Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne. Michel Leclerc avec nous également, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez la nouvelle Union populaire de la gauche, sous les couleurs de LFI. Bénédicte de Dinchin, bonsoir. Vous êtes, candidate pour Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Et enfin, Sophie Delon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes investie par les Républicains et vous êtes également conseillère régionale, mais aussi ancienne maire de Langres. Et il y a 5 autres candidats qui se présentent sur cette circonscription. Regardez, nous avons Théo Cavizel, sans étiquette, Sylvain Demey pour Lutte ouvrière, Jocelyne Leblanc-Gabriel, d'Hiver Droite, Georges Rossignol pour les Patriotes et Loïs Vénancio pour la gauche républicaine et socialiste. Alors cette première circonscription, à quoi ressemble-t-elle ? Vous le voyez, au sud du département, elle englobe les villes de Chaumont, Langres et Nogent. Près de 92 000 habitants, l'un des territoires les plus ruraux de France, avec une forte activité agricole, mais aussi une longue histoire industrielle. Et quelques mots sur le plan politique. Dans cette circonscription, c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête au premier, mais aussi au second tour de la présidentielle, avec près de 53% des voix. Et justement, on va ouvrir ce débat sur ce chiffre avec vous, Christophe Benz. Vous êtes donc le candidat du Rassemblement national, de bons scores à la présidentielle, on vient de le dire, mais des difficultés pour le parti à faire élire des députés. Vous n'êtes pas du coin, vous êtes des Yvelines, vous n'êtes pas encarté au RN, vous êtes proche de Marion Maréchal, la vice-présidente exécutive de Reconquête. Est-ce que le problème du parti, ce n'est pas le parachutage ? Bonsoir d'abord à tous les téléspectateurs. Écoutez, oui, pour me présenter rapidement, donc, je suis Christophe Benz, 34 ans, un jeune père de famille. Dans la vie, je suis un collaborateur auprès d'élus locaux. Je suis engagé en politique depuis une douzaine d'années. Donc voilà, je suis tombé dedans un petit peu quand j'étais petit, comme on dit. Je crois que ce qui importe, c'est qu'on réponde aux préoccupations des Français et singulièrement des Hauts-Marnais. Je pense que Marine Le Pen m'a proposé de relever un défi. Elle m'a proposé de gagner cette circonscription, la première de Haute-Marne. Vous l'avez rappelé d'ailleurs, les chiffres sont très encourageants. Depuis 3 semaines, je suis sur le terrain et je ressens beaucoup ces préoccupations, ces inquiétudes. Pourquoi la Haute-Marne, puisque vous habitez en région parisienne ? C'est une terre de défis, justement. Je pense que, vous savez, l'élection législative, c'est d'abord une élection nationale. C'est la règle du jeu. C'est aussi des préoccupations locales. Et c'est pour ça que depuis 3 semaines, je suis sur le terrain pour justement être à l'écoute des préoccupations des Hauts-Marnais. Et on en parlera après, j'imagine, par rapport à ce débat. Et je pense avoir beaucoup de réponses à leur apporter. Très bien, Bénédicte de Dinchin, je vous ai vu réagir. Vous représentez donc Reconquête. Vous habitez aussi en région parisienne, comme Christophe Benz. Le RN, Reconquête, même profil, même combat ? Alors, on aimerait bien. Nous, on prône vraiment une alliance des droites qui sont des vraies droites, pour justement faire une opposition efficace. Maintenant, ça n'a pas été aussi simple que je l'aurais espéré. Moi, mon métier, c'est d'accompagner des couples et de les aider à se réconcilier. J'aurais aimé qu'il y ait cette réconciliation politique qui paraît du bon sens et que nos militants ont du mal à comprendre pourquoi ce n'est pas le cas. Et la connaissance de la Haute-Marne, puisque vous résidez également en région parisienne ? Je ne vais pas vous raconter toute ma vie sentimentale, mais j'ai rencontré mon mari il y a 30 ans dans les bois de Haute-Marne et je n'ai pas quitté, mon cœur y est resté puisqu'on a une maison à Villars-en-Azois et que c'est vraiment notre port d'attache, la Haute-Marne. Alors, on fait des allers-retours, on y est les vacances scolaires, les week-ends. Mais je crois que c'est important d'assumer le fait que j'ai aussi voyagé, vu d'autres pays, habité ailleurs, pour modéliser ce qui est modélisable et apporter peut-être le meilleur de ce qui se fait en Haute-Marne. On y reviendra donc aux propositions. Bérengère Abba, vous êtes donc, on l'a dit, la députée sortante. Vous représentez la majorité présidentielle, mais investie par Horizon cette fois. Est-ce que vous comprenez que certains électeurs puissent se sentir perdus avec toutes ces nouvelles bannières ?
Il y a effectivement une recomposition à l'œuvre. Et moi, quand j'ai été élue en 2017, j'étais commerçante à Chaumont, j'ai été élue députée de la majorité, donc aux côtés d'Emmanuel Macron. Effectivement, la recomposition avait déjà commencé. Je me retrouvais tout à fait dans cette offre qui était très centriste, avec en plus une sensibilité aux questions environnementales. Mais je crois que dans ces nuances, certains ont besoin de se retrouver plus qui dans le centre-gauche, qui dans le centre-droit. Et effectivement, ce dessin d'une majorité qui est élargie, mais qui peut avoir différentes sensibilités, différentes nuances, il était important de le préciser. Ensuite, depuis 2017, en tant que Premier ministre, j'ai pu travailler avec Édouard Philippe et travailler en confiance, ce qui fait qu'à partir du moment où il a créé son propre parti, j'ai souhaité le rejoindre en étant partie de cette majorité. Secrétaire d'État, pourquoi avoir rejoint Édouard Philippe? Pourquoi ce choix? Par souci de clarté par rapport à nos électeurs. Justement, je suis aux côtés du président, je lui suis tout à fait loyale et fidèle, mais je travaille avec Édouard Philippe, avec tous ceux qui l'ont rejoint, qui sont essentiellement des élus locaux, et ça correspond tout à fait à ma fibre. Moi, j'ai besoin de concret, j'ai besoin de réel, et j'aime vraiment travailler avec des gens qui sont dans cette expérience des territoires, a fortiori de nos territoires ruraux. On y reviendra également. Michel Leclerc, vous, à gauche, vous prônez l'unité avec la NUPS, la nouvelle union de la gauche. Mais sur la circonscription, vous faites face à une candidature dissidente, celle d'Héloïse Vénancio, ancienne secrétaire fédérale du PS. Rassembler les électeurs à gauche, c'est vraiment possible? Bah oui, la preuve, c'est qu'on l'a fait quand même. Après, la personne, effectivement, c'est parce qu'au niveau national, leur direction n'a pas voulu rejoindre cette union. On a un programme. On a quand même fait un programme, on a 365 propositions. Et on a le PC, le PS, ELV et LFI qui sont d'accord sur ce programme. Et vous craignez pas que ça vous fasse perdre des voix? Bah écoutez, je ne sais pas. Nous, on a quelque chose qui est très clair. On n'avance pas déguisé. On a un programme, on présente un programme. Après, les gens, ils sont pour ce programme. Ils sont pour la retraite à 60 ans, ils sont pour le SMIC à 1 500 € net, ils sont pour la bifurcation écologique, ils sont pour les premiers mètres cubes d'eau gratuits, pour une allocation autonomie pour les jeunes étudiants et pour toute la filière professionnelle. Donc après, effectivement, c'est un choix de société. C'est une société de rupture. Effectivement. On y reviendra également aux propositions de la NUPS. Sophie Delon, vous êtes, donc je le rappelle, la candidate des Républicains. Vous avez été suppléante de Luc Châtel pour l'UMP à l'époque. Vous n'avez pas l'impression que les temps ont changé pour les partis traditionnels? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, je pense qu'ils n'ont pas fini de changer d'ailleurs. C'est pas gravé dans le marbre qu'à l'avenir nous aurons un grand centre unique avec une tripolarité. De la vie politique. Alors, ça a encore du sens de faire partie des Républicains aujourd'hui? Oui, parce que moi, je reste... je navigue pas d'un côté ou de l'autre. Je suis fidèle à mes idées, à mes convictions, fidèle à mon territoire. Je pense que le résultat des élections a été assez édifiant. Il a clairement, non pas forcément un clivage droite-gauche, mais un clivage territoires ruraux et métropole et ville. Donc ça, faut l'entendre. Donc je connais bien ces territoires ruraux. Et je crois que le clivage, il est là aujourd'hui. Les territoires, ce n'est pas un sentiment, ils ne se sentent pas oubliés, ils l'ont vraiment été. On va s'arrêter à présent sur ce rôle de député. Si vous êtes élu, quel sens vous mettez derrière cette fonction? Bérengère Abba, quand on fait partie de la majorité présidentielle, est-ce que c'est possible de s'opposer à son groupe? Alors ça l'a été. D'abord, il y a une totale liberté de ton. Mais comme à n'importe quel niveau de responsabilité, dans une communauté de communes, chacun peut exprimer des sensibilités différentes. C'est évidemment le cas dans le cadre de cette majorité. Et d'ailleurs, j'ai sans doute marqué les esprits aussi en nuançant parfois certains propos. Et c'est ce qui a fait peut-être la confiance qui m'a été donnée pour entrer au gouvernement à un certain moment. Donc vous seriez prête à voter liberté de ton? Ça a déjà été le cas. J'ai déjà marqué quelques nuances. Je n'ai pas souhaité, par exemple, voter le CETA parce que j'avais quelques réserves sur le cadre de cet accord commercial. Je tenais à ce que l'on défende vraiment nos agriculteurs, l'élevage, et j'ai tenu à travailler. C'est ce que nous avons fait. D'ailleurs, nous avons renforcé le cadre de ces accords commerciaux dans les années et mois qui viennent de s'écouler, avec des clauses miroirs pour que les contraintes qui s'appliquent à l'agriculture française soient les mêmes dans le cadre de ces accords commerciaux, et que nous protégions vraiment notre agriculture. Je crois qu'on
on trouve des dispositifs qui sont les plus nuancés et les plus pertinents quand on ose justement entendre ces différences de regard et de à l'intérieur donc d'un groupe. Christophe Benz, justement, l'objectif du RN, cette fois, c'est d'obtenir un groupe à l'Assemblée nationale. Bien sûr, évidemment, d'obtenir un groupe le plus large possible, ce qui serait une espèce de rétablissement démocratique, parce que je rappelle que le Rassemblement national n'avait que 7 parlementaires, 7 députés à l'Assemblée pendant 5 ans. C'est assez scandaleux, je trouve, sur le plan démocratique, alors que Marine Le Pen avait engrangé des scores de millions et de millions de Français. C'est évidemment le mode de scrutin qui a empêché le Rassemblement national d'avoir des députés, d'avoir un groupe. C'est très important, vous le savez, hein, pour bien des raisons, d'avoir un groupe au sein de l'Assemblée, parce que quel est le rôle finalement du député ? C'est de représenter les Français à l'Assemblée nationale, donc là en l'occurrence, dans mon cas, dans l'opposition ferme à la politique destructrice d'Emmanuel Macron. Il l'a prouvé pendant 5 ans. Son bilan est assez catastrophique. Et donc, il faudra qu'on se batte sur tous les dossiers pour, évidemment, de contrôler le pouvoir, contrôler l'exécutif, ce qui est le rôle du Parlement. Et Bénédicte de Dinchin, s'il n'y a pas assez d'élus Reconquête à l'Assemblée, s'unir avec des députés du RN pour former un groupe, c'est possible, c'est envisageable ? Vous savez, avec Reconquête et Éric Zemmour, on prône l'union. Il y a souvent des surenchères dans les tracts des députés. Ils disent on est la seule opposition. Nous, on ne cherche pas à dire on est la seule opposition. On va dire ensemble, on sera une opposition plus forte. Donc la main est toujours tendue de notre côté. Donc avec des valeurs, des idées pour vous qui sont proches, qui sont similaires ? Je crois que c'est Robert Schuman qui a dit que ce qui nous rassemble doit être plus important que ce qui nous sépare en fondant l'Europe. Moi, je garde ça comme fil rouge dans mon engagement politique. Le Rassemblement national. Avec le Rassemblement national ou d'autres droites patriotes. Bénédicte Michel Leclerc, pour vous, à gauche, ça va être possible de tenir cette union à travers vos groupes à l'Assemblée nationale ? Bien sûr que oui, parce qu'il va y avoir un intergroupe avec les différents partis, et puis après, chacun aura son groupe à l'Assemblée. Et on est quand même unis par un programme qui, dans les sondages, pour l'instant, est en bonne position. Parce que ce que les gens veulent, c'est changer. Qu'est-ce qu'on fait de notre pays ? Qu'est-ce qu'on fait de notre département ? On a un département rural, il y a une pauvreté, il y a une misère. Et la misère, elle se cache, elle ne se voit pas en Haute-Marne. Les gens ne viennent pas avec une étiquette sur le front. Et il y a une misère sociale qui est importante, notamment chez les femmes. Parce qu'effectivement, moi, je voudrais être le porte-parole de la ruralité et des femmes. Parce que toutes ces femmes qui sont isolées en Haute-Marne, et les veuves qui n'ont pas souvent de retraite ou qui n'ont que la pension de réversion de leur mari, qui s'occupe de ces femmes ? Ce sont les oubliées. Parmi les oubliées, elles sont complètement invisibles. Sophie Delon, vous, à l'Assemblée nationale, avec les Républicains, quelles idées vous allez privilégier en vous basant aussi sur le territoire et sur la Haute-Marne ? Et bien sûr, en se basant sur le territoire de la Haute-Marne. Je pense que vous avez dit les Républicains, mais on est un groupe beaucoup plus large, je pense, à terme. Comme à l'instar de la région Grand Est, on a aussi des forces centristes. Voilà, le centre n'est pas l'apanage du président actuel. Et les idées que j'entends défendre, c'est celles que nous avons toujours défendues. Les idées de responsabilité, de liberté, que chaque Français soit considéré à égalité. On en reparlera certainement dans la suite du débat, vis-à-vis des services publics. De l'accès aux services publics. Ça, c'est important qu'il y ait une égalité pour tous les Français, qu'ils soient en territoire rural comme en territoire urbain. Alors justement, on va entrer dans cette question des enjeux, des idées que vous allez tous défendre. Il y en a une que vous avez évoquée, Michel Leclerc, qui est sur le devant de la scène et le devant de l'actualité en ce moment, c'est le pouvoir d'achat. La Première ministre Elisabeth Borne l'a dit. Les premiers textes que les députés vont devoir voter seront des textes qui seront destinés à contenir la flambée des prix de l'énergie. Dossier brûlant donc, l'inflation explose, on l'a entendu, plus 5% sur un an. Alors Bérangère Abba, ces mesures du gouvernement, est-ce que ce ne sont pas des mesures pansements ? C'est un gros pansement, à plus de 20 milliards d'euros. Je pense qu'à ce niveau-là, effectivement, il y a une intervention de l'État qui était nécessaire parce que agir pour faire face à cette inflation qui est exceptionnelle, c'est effectivement agir, vous l'avez dit, sur cette première facture qui est la facture énergétique. Il fallait une réponse forte et donc c'est un vrai investissement de l'État pour être aux côtés des Français dans cette période qui est difficile. Je rappelle que cette inflation, elle est beaucoup plus forte encore dans les pays voisins.
et encore plus dans les pays du Nord. Chez nous, si elle se contient à hauteur de 7%, elle frôle les 20% dans certains pays au nord de l'Europe. Donc on est aux côtés des Françaises, qui nous permet également de limiter cette inflation. Le bouclier tarifaire pour l'énergie sera maintenu jusqu'à la fin de l'année, mais il y a beaucoup d'autres dispositifs en matière de pouvoir d'achat qui seront donc effectivement débattus dès la rentrée parlementaire, qui vont toucher à de nouvelles suppressions d'impôts, de taxes comme la taxe sur l'audiovisuel. Nous avons supprimé la taxe d'habitation. Nous allons baisser à nouveau les charges sur les indépendants. Il nous faut vraiment un bouquet de solutions pour que, selon nos modes de vie, nous puissions avoir des réponses. Alors, des réactions, justement, Michel Leclerc, je vous ai vu réagir, vous n'avez pas l'air convaincu. Non, parce que s'il y avait des choses à faire, il y avait déjà eu 5 ans pour le faire. Déjà pour commencer. En plus, vous parlez de diminuer des charges, de faire des impôts comme ça, mais il y a une solution, c'est le blocage des prix. Ça se fait à La Réunion. Le préfet décide, il y a 50 produits de prix qui sont bloqués, avec les gens participent par tirage au sort, et ça fonctionne très bien. Le litre d'essence est à 1,60 €. Chez nous, les gens n'en peuvent plus. Le litre d'essence à pratiquement 2 € aujourd'hui, en Haute-Marne notamment, où on est obligé d'avoir une voiture, voire 2 voitures pour aller travailler par famille. Je veux dire, les gens, ils ont le choix entre soit aller travailler, soit remplir le frigo. Donc pour vous, ça doit d'abord passer par un blocage des prix, le blocage sur le quotidien des Français. Le quotidien, et des Hauts-Marnais, pas le prendre en baissant les impôts ou en baissant les charges, en faisant payer effectivement ceux qui se sont enrichis pendant des années, notamment pendant la crise. Parce que Total, on a des réserves d'essence, on en a de carburant, on en a pour 6 mois. Ils peuvent augmenter leur production. Et ils ont fait, je crois, 21 milliards de bénéfices en 2021, quoi. Alors, il arrive un moment, il faut se dire, l'argent, on va le chercher là où il est. Parce que c'est pas au petit. Parce que quand vous supprimez des taxes, en fait, vous prenez de l'argent dans le secteur public pour le donner au secteur privé. Ce sont ceux qui profitent, qui doivent payer, pas les gens. Ce blocage des prix, vous n'êtes pas les seuls à le proposer. Christophe Benz, le Rassemblement national aussi propose ce blocage des prix pour permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des Français. Donc, ce sont des idées dans lesquelles vous vous retrouvez ? Écoutez, en préambule, je pense que les Français ne sont pas dupes. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, malheureusement, c'est beaucoup de paroles, beaucoup de communication, mais assez peu d'actions concrètes et assez peu de prise de conscience des réalités. Et malheureusement, effectivement, ça a été dit pendant 5 ans sur le pouvoir d'achat. Le gouvernement de Macron aurait pu prendre les bonnes mesures. Résultat, c'est un échec. Donc je pense qu'il y a maintenant des mesures urgentes à prendre sur le pouvoir d'achat. Et effectivement, Marine Le Pen l'a dit et l'a proposé. Il y a notamment sur la question des énergies. Il faut absolument en urgence, tout de suite, dès que l'Assemblée sera réunie pour la première séance, voter une baisse de la TVA de 20 à 5 sur les énergies, sur le fioul, l'électricité, l'essence, etc. Et il y a un deuxième volet qui me paraît tout aussi urgent pour que les Français puissent un peu mieux boucler les fins de mois, parce que franchement, c'est la galère à la fin du mois, c'est la baisse sur les 100 produits de première nécessité, la baisse des taxes pour pouvoir vivre dignement. Bénédicte de Dinchamp, ces idées, vous les partagez, et comment vous réagissez justement à ces annonces du gouvernement, si vous êtes élu député, puisque je le rappelle, c'est un des textes que vous seriez amené à voter en premier. Alors, je trouve ça merveilleux qu'Emmanuel Macron se réinvente une virginité après 5 ans en disant il faut proposer des solutions. Il aurait pu y penser avant. J'aimerais pas être à sa place. De quoi qu'il en coûte, ça ne vous a pas convaincu ? Non, pas vraiment, parce que d'où vient l'argent ? Il faut arrêter, personne n'est dupe. On sait quand on gère le budget de son ménage que l'argent ne tombe pas du ciel et que cet argent, il n'est pas magique. D'où est-ce qu'il va venir ? Alors vous allez le trouver où, l'argent ? Eh bien, nous, avec Reconquête, on va gérer le pays. On n'a plus le droit de dire en bon père de famille, mais en tant que femme, je peux le dire, avec beaucoup plus sainement. Ensuite, on dit il faut punir les pétroliers, tout ça. Pourquoi pas ? Mais peut-être aussi qu'on peut réfléchir dans la prochaine loi de programmation énergétique sur comment est-ce qu'on garde ou pas cette dépendance énergétique et quelle est notre politique nucléaire. Emmanuel Macron, il est très fort avec son « en même temps ». Il serait merveilleux en professeur de philosophie ou en thérapeute, mais ce n'est pas possible pour un dirigeant. Il faut un cap. On a perdu 5 ans dans notre recherche et notre avancée nucléaire. Ces 5 ans, ils ne vont pas se rattraper tout seuls. Donc je crois qu'il faut avancer sur le nucléaire, maintenir les réacteurs ouverts, en ouvrir beaucoup plus que ce qu'on pense. Et là, on va pouvoir avoir une énergie efficace, pas des éoliennes. Vous êtes tous venus comme moi, vous avez longé l'autoroute, vous avez peut-être vu des dizaines et des dizaines d'éoliennes.
arrêter. Ça, c'est une imposture faite par des, des écolos hors sol. Et nous, en Haute-Marne, en fait, on est des écolos de terrain. Un chasseur, il est écolo, un pêcheur, il est écolo, un agriculteur, il est écolo, et qu'on arrête de nous imposer des éoliennes ou autres fadaises en nous faisant croire que c'est pour notre bien. Michel Leclerc, je vous ai vu réagir, puis Sophie Delon. C'est un peu un raccourci, parce que le nucléaire, quand on voit effectivement ce qui se passe en Ukraine, il faut savoir, avec les risques qu'on porte la guerre. Et il faut savoir qu'en France, il y a pratiquement, je crois, ça doit être pas loin de la moitié des centrales nucléaires qui sont arrêtées parce qu'on ne peut plus les réchauffer ou parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans les fleuves. Donc, il y a des risques, on ne sait pas quoi faire des déchets. Alors, effectivement, les éoliennes, qu'il n'y en ait pas partout, parce que ce n'est pas toujours très beau, ok, mais on peut faire des éoliennes en mer. On peut faire des hydroliennes, c'est-à-dire des moulins aussi dans nos campagnes. On peut se servir aussi des marais. Enfin, il y a plein de choses aussi à inventer. Mais le nucléaire, c'est vraiment une catastrophe. On va droit dans le mur. Des éoliennes en mer, c'est ce que propose Emmanuel Macron. Vous le rejoignez sur cette idée? Bérangère Abba, je vous ai vu réagir. Je pense qu'en toute chose, comme sur cette question du mix énergétique, dont la voie quand même se dessine très clairement, et au fil du temps aussi, parce qu'on réagit à une actualité qui est liée au dérèglement climatique. On sait aujourd'hui que les énergies fossiles doivent rester dans le sol, et on réagit aussi à une actualité qui est liée à la crise ukrainienne, qui nous a vraiment rappelé brutalement à quel point notre souveraineté énergétique était essentielle. Et on ne réglera pas tout sans nucléaire ou sans énergie renouvelable, on réglera tout dans un équilibre entre la sobriété énergétique, la rénovation énergétique, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, et à l'équilibre entre un parc nucléaire et des énergies renouvelables. Énergie renouvelable qui ne repose pas que sur l'éolien. On a effectivement de grands potentiels en Haute-Marne avec le photovoltaïque, avec la méthanisation, tant qu'elle est bien dimensionnée, à nouveau, tout est affaire d'équilibre. Donc un point sur lequel vous êtes à peu près d'accord. Sur le nucléaire, c'est beaucoup trop dangereux. En tout cas, sur l'éolien. Voilà. Sophie Delon, une réaction à ce qui vient d'être dit, les Républicains. Alors, ce qui vient d'être dit, c'est vrai, je rejoins certains d'entre nous, que le président Macron a eu tendance à prendre des mesures d'urgence exclusivement. Il fallait les prendre. Je pense qu'on ne peut pas laisser les Français face à une telle inflation, et les mesures d'urgence, je pense qu'on se rassemble, on ne peut pas contester. Par contre, il faut quand même voir un petit peu l'avenir, parce que l'inflation, ça a même été dit ce matin par le ministre Bruno Le Maire, que l'inflation, elle va continuer. Oui. Donc, évidemment, les chèques auront une limite. Donc, il va falloir quand même que la France s'engage à un moment donné dans des réformes structurelles, parce que l'État ne peut pas continuer comme ça à dépenser, même faire dépenser les collectivités. Quelquefois, il met ma contribution le département, voilà, la région, suivez-moi. Moi, je décide ça et vous payez. Donc ça ne peut plus durer. Je pense qu'à un moment donné, l'État ne peut pas, comme il l'a fait, demander l'effort tout le temps au terrain et ne pas faire d'efforts dans l'État. La réforme de l'État, il y a des grandes réformes structurelles à faire qui sont source d'économie, et ça, va bien falloir les engager. Alors moi, ce que je pense aussi pour donner du pouvoir d'achat, c'est que, bon, comme ça a été dit, l'argent, il vient pas, il tombe pas du ciel. Donc, on baisse les impôts, soit, ça c'est bien aussi, ça redonne du pouvoir d'achat aux Français, mais on demande aussi aux entreprises. Alors, les entreprises, il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. On dit qu'il y a quasiment 2/3 des entreprises qui ont déjà augmenté les salaires, puisqu'au moment, on a aussi des difficultés pour recruter des personnes. Donc, mécaniquement, les salaires augmentent un peu. Mais voilà, on voit que très bien que les choses sont compliquées, mais l'État doit, comme on est à penser aux générations futures, ne pas avoir une dette comme là, parce que la dette, les Français seront bien obligés de la rembourser un jour. Non. Bah, si. Non, on n'est pas d'accord, mais... Non, on n'est pas d'accord. Une réaction, Christophe Benz, justement sur la dette, qui est aussi un sujet qui revient régulièrement. Écoutez, il y a une bonne et une mauvaise dette. Je pense qu'il y a des investissements à faire. Pardon de rebondir sur un autre sujet qui me paraît capital et de prendre les devants là-dessus, mais c'est la question de la désertification médicale. Et là, par exemple, il ne faudra pas lésiner, il faudra investir massivement, parce qu'on l'a vu, et d'ailleurs la crise Covid l'a révélé, même si l'hôpital était déjà en crise avant, c'est la question de la santé qui me semble être un sujet prioritaire. Et là, il faudra qu'on investisse dans un premier temps pour l'hôpital public. Donc vous, c'est d'abord une question de choix d'investissement. Exactement, de choix politique. Et cet argent, vous allez le trouver où? En fonction des priorités. Mais il n'y a pas le choix. Pour bien soigner les Français, on n'aura pas le choix que de restaurer et de réinvestir dans l'hôpital public. Et en parallèle, alors je ne sais pas si j'ai le temps maintenant, mais il faudrait aussi régler le problème du désert médical vis-à-vis du manque de médecins de villes et de villages qui manquent cruellement. Il y a moins d'un médecin généraliste pour 1500 habitants. Exactement, c'est le cas en Haute-Marne. On a beaucoup de gens qui vont se soigner à des dizaines, voire des centaines de kilomètres dans d'autres départements. D'autres qui, pire, s'abstiennent de se soigner parce que justement, on manque de médecins. Et donc moi, ce que je ferais, et ce sera probablement la première mesure que je proposerai à l'Assemblée nationale, c'est une mesure incitative, avec des leviers fiscaux tout simplement, pour faire revenir des médecins, en l'occurrence des jeunes médecins, sur le territoire de la Haute-Marne.
Alors, Bénédicte de Dinchin, effectivement, cette thématique des déserts médicaux résonne particulièrement, notamment dans le Sud-Haut-Marnais. Il y a aussi la question brûlante des urgences. On en parle beaucoup en ce moment. D'ailleurs, le chef des urgences de l'hôpital de Langres l'a dit, l'été s'annonce compliqué, difficile. Quelle solution pour vous, justement, en termes de santé? Quelle proposition à Reconquête sur ce dossier? On est tous d'accord pour parler des déserts médicaux qui nous affectent particulièrement, mais paradoxalement d'ailleurs aussi les grandes métropoles. On hérite de cette aberration du numerus clausus sur lequel il est absolument urgent de revenir. Je trouve ça inadmissible aujourd'hui. Sauf qu'il n'y a pas les places en qu'il n'y a pas les places. Moi, je connais beaucoup de jeunes médecins, il y a même eu, qui racontent qu'ils ne vont même plus physiquement en classe, à l'université, parce qu'ils ne peuvent pas suivre les cours. Alors, vous allez me dire que c'est encore un raccourci, mais il faudrait peut-être faire un numerus clausus pour certaines études qui finalement ne vont pas déboucher sur un emploi et qui font peut-être juste conduire à l'échec des jeunes étudiants. Et puis permettre à ces jeunes de continuer leurs études de médecine. Après, il faut trouver l'argent, parce que si on est tous d'accord sur le constat, comment on va faire pour trouver l'argent? Et là, peut-être aussi, il faut donner à l'hôpital sa mission. C'est extrêmement difficile pour nos médecins de faire le tri aux urgences, de travailler, parce que d'abord la suppression des lits d'hôpitaux, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est un bilan difficile à défendre. Alors Monsieur Macron dit on en supprime moins chaque année, moi ça me convainc pas du tout. Et ensuite de dire aussi pour qui doit être fait notre hôpital. C'est très délicat pour moi d'aborder cette question parce que ça va à l'encontre de mon éducation et de ma culture chrétienne de dire on aimerait accueillir tout le monde et soigner tout le monde. Et moi, je vis toujours avec ma porte ouverte et j'ai pas 5 enfants pour rien. Mais il y a un moment, on ne peut plus dire venez vous faire soigner gratuitement en France parce que on n'a plus l'argent et on n'a plus les médecins. Sophie, je suis Sophie Delon. Mais si vous avez une meilleure idée, madame. Les microbes, les maladies, elles ne font pas le tri entre les gens qui sont racisés, les gens qui viennent de l'étranger. Une histoire de race, c'est une histoire de tourisme médical. Moi, si j'avais une maladie grave, si j'avais une maladie grave et qu'on me disait aux États-Unis, tu peux être soigné gratuitement parce qu'il y a un très bon spécialiste, évidemment que j'irais. Parce que vous avez les moyens d'aller aux États-Unis, vous faire soigner. Parce qu'on me dirait c'est gratuit. Donc je comprends tout à fait les gens qui sont déjà en France et qui ont un oncle, une tante dans je ne sais quel autre pays et qui disent mais venez vous faire soigner en France parce qu'il y a l'aide médicale gratuite. Le problème, c'est qu'on n'a plus l'argent, on n'a plus les médecins, on n'a plus les infirmières. Et quand je vois des infirmières qui, au bout de 2 ans, démissionnent parce qu'elles sont écœurées de ne plus pouvoir travailler, je me dis, c'est pas possible. Il faut soigner nos soignants et prendre soin de l'hôpital et de nos finances. On l'a entendu, c'est une question qui divise. Sophie Delon, une réaction, quelques mots, justement. Quelle solution? Sur les déserts médicaux? Et sur ce qui vient d'être dit, les solutions proposées. Les déserts médicaux, c'est vrai que c'est un sujet qui est là depuis trop longtemps. Il a commencé à toucher nos territoires ruraux. Toujours comme d'habitude, quand il y a un problème de service public, c'est nous qui sommes touchés en premier. Beaucoup de choses ont été faites. Les lois santé, elles ont été empilées. On a fait des choses très intelligentes, comme les maisons de santé pluridisciplinaires, comme ce qui n'est pas très connu d'ailleurs et qui ne marche pas assez, parce que dans l'amoncellement des aides les plus pertinentes, on ne les trouve plus, comme les contrats d'engagement service public. Vous savez, un étudiant en médecine, il peut très bien avoir plus de 1 000 € par mois pendant autant d'années où il a cette rémunération, autant d'années, il rend des années, si vous voulez, après. Un peu comme du système de l'école normale dans le temps. Oui, pour voilà, ceux qui c'est ça. voilà. Ça, c'est une très bonne mesure. Les financements sont là, sauf que ce n'est pas connu. Et je défie, je pense que si on fait une enquête parmi les étudiants, il n'y en a pas beaucoup qui savent ce dispositif-là. C'est des études longues, même si on dit qu'elles sont gratuites, parce que là, je m'inscris au fond, le procès qu'on fait aux médecins de dire vous avez des études gratuites, il faut rendre, c'est pas vrai. Un étudiant en médecine, c'est une forme d'apprentissage, et les étudiants en médecine rendent énormément de travail, ils font tourner les hôpitaux, clairement. Donc, vous avez vous-même été maire de Langres, c'est un problème que vous avez constaté lorsque vous étiez maire de Langres. Je parlais de l'hôpital de Langres, qui souffre. Le désert médical, il n'y a pas depuis que j'ai été maire. Le désert médical, on en parle depuis 20 ans ou 30 ans. On le voit arriver. Il n'y a rien de plus facile que de planifier une politique comme ça. Sauf que aujourd'hui, on arrive dans un état où les Hauts-Marnais ont 4 ans d'espérance de vie de moins que les autres. Je connais pas, je pense que les autres départements très ruraux, c'est pareil. Il y a des personnes, ça a été dit, qui renoncent aux soins. Donc là, si vous voulez, c'est une question de vie, quoi, de faire soigner. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut se mettre autour de la table. Ce qui n'est pas fait, c'est qu'aujourd'hui, le dialogue, il est crispé avec les internes en médecine. Maintenant, quand vous entendez des politiques qui déposent qui disent il faut faut forcer, maintenant, il faut faire des mesures coercitives. Je ne pense pas que ce soit la solution. Je pense que les internes, il suffit de les écouter. Ils ont des propositions à faire, les étudiants en médecine. Et ils seront prêts. Simplement, quand on commence à les accuser et à leur mettre sur le dos, évidemment, ça crispe un peu. Une médecine payante, c'est la solution ?
Ce que vous appelez une médecine payante. Une médecine payante, plus chère, sélective, comme ça a pu être évoqué un peu plus tôt. Non, ce dispositif, je ne pense pas du tout. Simplement, les études sont longues. À un moment donné, quand les études, maintenant, les médecins généralistes font des études encore plus longues que par le passé. Hein, et donc, dans leur cursus, ils ont 3 ans de spécialisation, entre guillemets. Là, je suis sûre qu'ils sont tout à fait disposés à aller travailler dans une maison plurisimilaire, à aller travailler chez un maître de stage, à aller travailler dans un hôpital de proximité, parce que c'est ça aussi qu'il faut réussir, l'hôpital de proximité, à condition qu'on les rémunère correctement, parce que vous avez fait Bac+9, vous pouvez être aussi rémunéré mieux que quand vous étiez en 4e année. Donc, il y a aussi une question, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, il faut les rémunérer. À mon avis, c'est possible. Michel Leclerc et Bérangère Abba, sur cette question, je voudrais vous devez réagir tous les deux. qu'on parte de la réalité. Il faut qu'on reparte des besoins des gens. On part des besoins parce que de l'argent, on est en train de dire, il n'y a pas d'argent magique. Mais il y a bien eu de l'argent magique pour supprimer l'ISF. Il y a 80 à 100 milliards d'évasion fiscale. Il y a le CICE qui a été distribué sans contrepartie ni sociale ni environnementale et dont les bénéficiaires ont mis ça dans les paradis fiscaux. Bah, si c'est de l'argent qui ne sert à rien. Et nous, on en a besoin dans les hôpitaux. On a besoin. L'hôpital la santé a été complètement détruite sous Macron. Et l'école est en train de l'être aussi. Donc, ce sont effectivement des chantiers où il faut tout reconstruire, mais partir du besoin des gens. De quoi est-ce qu'on a besoin dans les hôpitaux ? On manque de brancards, on manque de personnel, on manque de tout. On a des hôpitaux qui tiennent souvent par des étudiants, enfin des médecins étrangers notamment. Moi, à côté de chez moi, à Arc-en-Barrois, les kinés, les médecins sont d'origine étrangère. Alors effectivement, oui, il y a des endroits, dans certaines villes ou certains départements, où vous avez 2 fois plus, 3 fois plus de médecins que par chez nous. Il arrive un moment, effectivement, les médecins, parce que les études, elles sont... Bon, effectivement, il faut sortir d'un certain milieu pour faire école de médecine. Moi, mes gamins, ils n'ont pas fait médecine. Hein. Mais je veux dire, il arrive un moment, il faut leur dire, voilà, c'est quand même la société qui paye des études, qui forme les profs, qui forme tout ça. Donc, il arrive un moment, faut donner. Faut redonner à la société. Alors effectivement, on peut faire des aides pour dire, voilà, comme moi j'étais un site, j'ai été payé pendant 2 ans pendant ma formation et je devais 10 ans à l'éducation nationale. On peut faire ça. Bérangère Abba, c'est une solution qui pourrait être envisagée pour vous ? Mais bien sûr, il faut d'abord des moyens. Et les moyens sont là. On peut quand même se réjouir et se féliciter d'avoir obtenu dans le Ségur de la santé, il y a quelques mois, 66 millions pour le Sud-Marnais pour maintenir 3 hôpitaux de proximité. C'est plus que tous les départements limitrophes réunis, avec cet engagement de maintenir 3 hôpitaux de proximité. 3 hôpitaux de proximité, c'est un label avec des critères d'accueil qui vont être maintenus pour le Sud-Marnais. C'est tout à fait exceptionnel et beaucoup de départements nous envient pour ce faire. Maintenant, la question de l'attractivité. Comment remplit-on, comment fait-on vivre ces équipements? Et là, il nous faut effectivement des compétences, il nous faut sans doute une spécialisation parce qu'on ne peut pas faire de tout partout, tout le temps, effectivement. Et ce projet et cette attractivité, je crois qu'elle se recrée en donnant la clé du dessin de ces projets médicaux aux médecins eux-mêmes, effectivement. Je crois que nous parviendrons à convaincre le corps médical d'investir ces projets de territoire et donc de venir s'installer et exercer en Haute-Marne quand nous leur donnerons effectivement ce choix et les moyens qui vont avec de dessiner un projet qui leur semble pertinent pour le territoire. C'est ce que nous sommes en train de remettre en place, douloureusement, difficilement, parce que ce sont des équipements qui ont eu des difficultés de gestion, qui sont lourdement endettés. Aujourd'hui, nous avons des moyens sans précédent pour redresser la barre. Et il faut que tout le monde joue le jeu, effectivement. Sophie Delon, je vous ai vu réagir. Ah oui, je réagis là, parce que comme d'habitude, M. Macron arrive avec les bras chargés de millions d'euros. Un peu, c'est pas la question. Le Ségur de la santé, c'est 67 millions d'euros qui ont été amenés à Haute-Marne. 67 millions, on a de quoi tenir 3 ans et demi avec les déficits de fonctionnement que nous avons. Donc le déficit, le Ségur, il a déjà été pas mal croqué. Et avant, ça vient sur quasiment 70 à 80 millions déjà d'euros qui ont été consommés uniquement en trésorerie. Donc aujourd'hui, ce n'est pas des millions d'euros qu'on veut, des centaines de... On veut une organisation. Voilà. On veut des hôpitaux de proximité qui fonctionnent, avec des médecins à l'intérieur, et ce n'est pas l'argent c'est pas de venir avec de l'argent, c'est de venir avec des organisations, d'écouter les professionnels, d'avoir le sens du dialogue, le sens des territoires. Je pense que c'est ça. Il ne faut pas que ce soit... C'est toujours pareil, c'est des politiques qui viennent de métropole, et franchement, ça ne nous va pas à redonner, décentraliser, laisser les régions, par exemple, rentrer dans les ARS. Voilà, laisser les collectivités s'en saisir. 66 millions, cette somme, Christophe Benz, ça vous convainc, vous? C'est une solution miracle, ou en tout cas une solution qui peut permettre de nourrir ces hôpitaux de proximité? C'est une solution en trompe-l'œil, et ce n'est pas une solution pérenne, ça a été dit, je suis assez d'accord. Il faut trouver des solutions concrètes. Alors, je reviens un petit peu sur la question des médecins, parce qu'en fait, la question centrale, c'est le service public de santé de proximité. C'est ça qu'il faut réussir à recréer
recréer. Je pense que sur la question des investissements, les 67 millions d'euros, effectivement, c'est provisoire, mais ça ne règle pas le problème à long terme. D'ailleurs, on le voit avec la colère qui gronde sur la question de la fusion entre l'hôpital de Langres et de Chaumont, parce qu'en fait, je pense que les Haut-Marnais ne sont pas dupes là-dessus. Ils savent très bien que derrière, c'est moins de proximité de la santé, justement. Donc, si vous voulez, il faut des solutions, effectivement, ça a été évoqué rapidement, des solutions concrètes. C'est, par exemple, rapprocher les jeunes médecins qui viennent d'être formés, qui viennent d'être diplômés, avec les collectivités territoriales du territoire, pour les inciter à venir, donc recréer une attractivité, voilà, promouvoir le territoire pour que les jeunes médecins, je le redis une deuxième fois, puissent s'installer avec notamment des avantages fiscaux. Il faut qu'ils y aient intérêt. On a déjà de ça. On a déjà. Ah, déjà. Quelques mots et après je vous On a propose déjà. d'avancer sur ce débat. Juste Bérangère Abba, vous êtes donc députée sortante. Cette fusion des hôpitaux, Il n'y a pas de fusion d'abord. On a maintenu et on s'y est engagé à maintenir les 3 hôpitaux, Chaumont, Langres et Bourbonne, avec des spécialités, des spécificités qui restent à dessiner. Et à nouveau, ce n'est pas la députée de Haute-Marne ou le gouvernement ou l'ARS qui doit décider d'un projet, c'est le corps médical, vraiment, qui doit le dessiner pour en être acteur et donc pour décider de s'investir sur notre territoire. Et je crois que ça, nul ici, aujourd'hui, ne peut décider à la place du corps médical de ce que doit contenir ce projet médical. Par contre, les moyens, ils étaient nécessaires. Comment est-ce que vous construisez quelque chose de pérenne sans solder ces dettes dont nous héritons du passé, pardon de le dire, mais il fallait quand même que quelqu'un s'y colle, comme le numerus clausus. Donc, Mais l'ARS, aujourd'hui de la suppression, de la suppression, mais il fallait le faire, et personne jusque-là ne l'avait fait. Mais bien sûr Et que je crois si. que nous avons, dans ce cadre-là, une intelligence à trouver, oui, il faut des moyens pour former les Sophie médecins. Delon, Il en faut pour rapidement, l'éducation, avant il en faut d'avancer pour le sur grand le débat, âge. je parler de vous l'ARS, entends Je s'il vous le plaît. répète, l'argent, ça avait été fait. Évidemment, le ministre Véran est arrivé avec son Ségur. Non, ça on avait mis plus d'argent encore avant. C'est ça où vous ne connaissez pas le terrain. C'est là qu'il faut avoir une histoire locale. Il faut être là depuis un certain temps. Parce qu'on connaît le passé. Sur les hôpitaux, peut-être, mais sur les questions de santé, j'ai la prétention de savoir un peu ce qui s'est passé pour avoir été dans les conseils de surveillance. L'argent a été mis. On avait déjà mis. Encore une fois, j'ai pas les. Parce que l'ARS n'est absolument pas transparente sur les chiffres. On C'est n'arrive ça pas le à savoir, sujet. hein. C'est peut-être Et l'ARS. en tout cas, moi, aussi. ce qui nous a été communiqué, c'est un minimum. Minimum 70 millions d'euros minimum, auxquels s'ajoutent les 60. C'est plus que pour construire un hôpital. Donc finalement, il faut arrêter, parce qu'on est les Français, comme ça a été Ça ne dit, vous a et on pas, ça ne vous a pas convaincu, on l'a Non, entendu. alors Je donc vous le propose conseil d'avancer. régional Je qui vous soutient propose ce d'avancer projet, le temps. quelle est la Quel position projet de la Mais conseillère quel projet régionale Quel projet vis-à-vis S'il vous du plaît, on va conseil avancer, régional on va qui accompagne entrer le dans projet. la dernière Quel partie projet Comme quoi la de ce santé, débat. quel Vous allez projet tous, chacun, Quel projet pouvoir vous exprimer. On n'a pas On de peut projet. parler de l'école, Un de la sujet, sécurité, justement, je vais vous demander, donc chacun, la première proposition de loi, donc évidemment, un des enjeux que vous souhaitez défendre en priorité, que vous proposeriez si vous êtes donc élu député, Bénédicte de Dinchin. Alors moi, peut-être d'arrêter d'emmerder les Français. Vous voyez, en France, le matin, on se lève Ce et serait on votre est- première on- loi, première proposition de loi. Voilà, vous allez me dire que c'est un raccourci. Et puis de s'intéresser au quotidien des vraies personnes. Donc déjà, pourquoi quand un homme a travaillé toute sa vie, qui décède, sa veuve n'a que la moitié de sa retraite? Eh ben, notre proposition avec Éric Zemmour, c'est d'augmenter, de passer à 75% la pension de réversion. Pourquoi une veuve aujourd'hui n'a plus une demi-part fiscale lorsqu'elle est imposée? Ça, c'est un vrai sujet. Et on veut aussi un État exemplaire. Encore une fois, on sait tous que la France n'a plus d'argent et je pense que nous devons être des bons gestionnaires et arrêter de taxer ceux qui travaillent, mais plutôt de taxer moins pour gagner plus. Je crois que c'est vraiment à ça que je vais m'atteler en disant on va faciliter le fait de bien faire. La différence entre l'écolo de gauche et notre vision de l'écologie, c'est que tous les matins, l'écolo de gauche, il se lève en disant comment de Paris, je vais leur mettre une nouvelle taxe. Mais les agriculteurs, ils n'en peuvent plus. Plus personne ne peut travailler dans ces conditions. On est découragés. Nous, on veut encourager les Français à travailler, à produire et à employer. Christophe Benz, première proposition de loi, si vous êtes élu. Alors, je l'ai déjà dit, donc du coup, je le répète, mais c'est pas Deuxième, grave. peut-être. Vous avez aussi Non, la mais je possibilité de choisir une proposerai. autre thématique. Non, je m'y suis engagé, je le dis dans la presse locale, je m'y suis engagé. La première proposition de loi que je ferai, c'est un plan Marshall pour justement lutter contre le désert médical. Voilà, tout simplement, et je m'y suis engagé et je tiendrai mes promesses. Et alors, comme vous avez déjà donc développé aussi cette idée, on parlait tout à l'heure d'autres thématiques. Il vous reste encore un peu de temps aussi pour développer une autre problématique qui pourrait vous tenir à cœur, qui pour vous mérite d'être défendue en priorité.
Encore une fois, c'est la question de la proximité. C'est faire revenir l'ensemble, là j'ai parlé de la santé, je parle des autres services maintenant, l'ensemble des services publics de proximité et les services privés, je pense aux commerçants. Parce qu'on a aussi un problème d'accès aux services. Alors, on parlait de l'école tout à l'heure, effectivement, on a un gros problème aussi avec le modèle qui a été en grande partie détruit par les 5 ans de politique destructrice d'Emmanuel Macron. Donc je pense que tous les services publics doivent revenir, même on pourrait parler du ferroviaire, on pourrait parler de la poste, il faudrait reparler aussi de tous les commerces de proximité, que ce soit les boulangeries, les cafés, etc. Il faut faire revenir la vie sur le territoire. Et autre donc, possibilité pour vous, pour justement faire revenir cette vie sur le territoire, vous parliez des services publics, des services privés. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez proposer en termes de mesures qui pourraient être efficaces rapidement? Il faut aussi des mesures pour l'emploi. Si vous voulez, on pourrait en parler très très longtemps. Il faut aussi des mesures pour l'emploi. Il faut aussi faire revenir l'emploi. On a eu un problème de désindustrialisation grave partout en France, mais singulièrement dans le en sud de Haute-Marne. la Haute-Marne. Exactement. Il faut absolument faire revenir l'emploi. Tout est question de politique globale, d'avoir une vision de long terme et de proposer des mesures concrètes pour réindustrialiser notre territoire. Michel Leclerc, quelle proposition vous feriez en j'écoute priorité? les propositions de monsieur. Alors, c'est nickel, on pourrait presque être d'accord, applaudir dès demain. Sauf que vous, quand à l'Assemblée nationale, je veux dire, vous votez avec monsieur Macron, quoi. Ou vous n'êtes pas là, ou vous votez, quoi. Donc, effectivement, il y a un problème. Oui, effectivement, il y a un pouvoir. Pour nous, Ça ne vous a pas convaincu sur non, le fond? Pas du tout. Qu'est-ce que vous proposeriez alors en première proposition de loi? En première proposition, déjà décréter l'urgence sociale. Voilà, effectivement. Alors, c'est pas une loi. Là, c'est pas une loi, mais je vois par exemple les prix explosent. Les gens n'en peuvent plus. À l'Intermarché, à côté de chez moi, vous avez un avocat à 90 centimes le samedi. Le lundi, il est à 1,30 €. À part le fait qu'il est mûri tout seul, je vois pas pourquoi le prix a augmenté. Donc, les gens, faut voir les gens dans les campagnes. On passe plus au niveau des rayons fruits et légumes. On n'ose même plus regarder les fruits. Et l'urgence, elle est là. Alors après, il faut augmenter effectivement les salaires, tous les minima sociaux, la retraite à 60 ans, parce qu'on va donner retraite à 60 ans pour 40 années annuités. Et puis, ça va donner du travail aux jeunes qui arrivent. Tous les ans, il y a 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail au mois de septembre. Parce que vous avez des gens qui ont soit 55, 60 ans, alors la retraite à 67 ans, 65 ans, j'en parle même pas, qui sont usés, qui sont au chômage ou au RSA parce qu'il n'y a plus de chômage. Et puis vous avez des jeunes à l'autre bout qui n'ont pas de Bérangère Abba, vous, quelle première proposition vous feriez si vous êtes élu? Alors, vous le savez, déjà, j'accompagnerai évidemment le premier texte de loi que nous verrons revenir à l'Assemblée au mois de juillet, c'est celui du pouvoir d'achat, avec des mesures qui vraiment vont faire écho aux problématiques des Hauts-Marnais et sur lesquelles je vais mobiliser fortement parce que ce sont de vraies réponses, à la fois dans la transition environnementale, dans les questions de mobilité et de celle du pouvoir d'achat. C'est la mise en place des voitures en leasing à moins de 100 €, les voitures électriques pour les ménages modestes. Si on arrive à remplacer ne serait-ce qu'une voiture dans toutes les familles des villages de Haute-Marne en électrique, on fait une économie, c'est une économie pour tous ces ménages et en plus chacun participe à sa façon à la transition et on résout quelques problèmes de mobilité là où effectivement notre tissu hyper rural vraiment nous demande d'inventer des réponses. Les écoles rurales également, c'est un dossier que j'ai pris à bras-le-corps il y a déjà plusieurs années. Avec déjà quelques succès, on a évité la fermeture de classes dans l'hyper-rural avec des projets liés à l'environnement. J'ai évité la fermeture de la licence pro bois parce que c'est une filière qui doit absolument être maintenue et soutenue en Haute-Marne. Et donc, je continuerai à chercher cette différenciation et ces spécificités hyper-rurales qui doivent se retrouver dans tous nos dispositifs, que ce soit législatifs ou réglementaires. Merci. Pour respecter, s'il vous plaît, l'équité des temps de parole, Christophe Benz, on va vous écouter aussi sur ce sujet, l'éducation, l'école. On ne vous a pas entendu et ces fermetures de classes. Quelle proposition, rapidement? En fait, encore une fois, je le redis, il faut une politique globale. Pourquoi est-ce que les zones rurales, comme notre territoire, pâtissent beaucoup des politiques nationales? C'est parce qu'en fait, on donne tout pour les métropoles et rien pour les zones rurales. C'est ça le problème de fond, en fait. On peut tourner autour du pot, mais en fait, c'est ça. On donne trop, on concentre l'économie, on concentre les investissements dans les grandes métropoles qui en ont moins besoin que les zones rurales. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. C'est inverser cette logique-là, justement.
Donc pour vous, ce serait inverser cette tendance, donner plus d'argent aux territoires ruraux? Mais bien sûr, c'est ce que quand je vous parlais tout à l'heure du recul de tous les services publics de proximité, j'incluais l'école, je vous l'ai dit d'ailleurs, j'incluais l'école. Prioritairement la santé, je l'ai suffisamment développé, mais l'école également. Il faut protéger effectivement les écoles rurales de proximité pour éviter que les Haut-Marnais aient des kilomètres et des kilomètres à faire pour déposer leurs enfants. Donc en leur donnant l'argent qu'on prendrait aussi aux écoles des villes? Faut pas le voir comme ça. C'est vraiment une question de vision politique globale. C'est pas une question de prendre à l'un pour donner à l'autre. C'est donner à ceux qui en ont plus besoin en priorité en zone rurale. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous les 5, c'est terminé. Merci d'avoir échangé sur l'avenir de cette première circonscription de la Haute-Marne. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à 23h30 pour un autre débat consacré celui-ci à la 2e circonscription des Ardennes. Très belle soirée sur France 3.